Je suis ravi de prendre part à cet atelier sur la numérisation patrimoniale avec un thème sur l'architecture et l'urbanisme du Mzab. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes vifs remerciements pour l'invitation. Et également, je salue la pertinence du projet. En effet, à l'ère numérique, la numérisation s'impose comme outil et mode incontournable de gestion. Dans le domaine de la culture et du patrimoine, la numérisation vient faciliter à la fois la communication culturelle et vient offrir un outil ingénieux pour la promotion de la culture et du tourisme culturel. Un mot sur l'auteur. Donc, je suis Brahim Ben Youssef, professeur et expert consultant en développement urbain et en sciences sociales. Je détiens un doctorat en urbanisme et aménagement de l'Université de la Sorbonne, Paris 4, et également un doctorat d'État en urbanisme de l'EPO et de l'Université d'Aix-en-Provence, diplômé également en sciences sociales et civilisations orientales de l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Je possède à mon actif plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de l'enseignement universitaire, recherche scientifique, expertise internationale. Commençons par le commencement et voir qu'est-ce qu'il y avait aux origines de la fondation des cités du Mzab. Tout d'abord, le premier point, lorsqu'on considère l'urbanisation de contrées aussi arides, aussi chaudes et à climat très dur et hostile qu'ils le sont, les contrées sahariennes, on s'aperçoit vite qu'il s'agit d'une forte volonté humaine de peupler ces contrées. C'est pour cela que les facteurs qui expliquent l'urbanisation du Sahara ne sont pas les facteurs habituels de l'urbanisation. Il s'agit là d'un concours d'histoire, de géographie et de sociologie. L'homme a toujours convoité le Sahara et le désert, ces régions, ces contrées difficiles, pour retrouver la paix et pour se mettre à l'abri des rivalités et à l'abri de la corruption du faste. Les traces archéologiques, les différents témoignages dans les dessins rupestres découverts au Mzab révèlent que le Mzab fut habité depuis la préhistoire. Les cités du Mzab, telles qu'on les connaît actuellement, datent du Xe siècle. Elles ont été fondées après l'arrivée de l'ibadisme. Mais avant cela, il y avait quoi? Le Mzab était une contrée désertique peu connue, en retrait par rapport aux grands réseaux caravaniers et commerciaux, où vivait une population agro-pastorale dans des hameaux précaires. Il serait issu du groupe berbère Znata, faisant partie, selon la description d'Ibn Khaldoun, du groupe des Bani Wassin. Ils seraient, selon toujours le témoignage d'Ibn Khaldoun, les cousins des Bani Adouad de Tlemcen. Mais c'est quoi l'ibadisme? Alors, l'ibadisme, c'est un idéal social et politique qui prend le principe de l'imama comme mode de gouvernance. Toute communauté, pour tenir forme et s'organiser, doit élire à sa tête un imam, qui est le chef spirituel et temporel, élu par le suffrage universel, sans aucune considération ni à sa race, ni à son origine, ni à sa couleur, en autant qu'il soit musulman et qui remplisse deux conditions incontournables. La compétence morale al-wara et la compétence intellectuelle al-ilm. L'ibadisme, qui fut prospère à Tahart, une fois l'État et l'imama de Tahart détruits, les ibadites étaient à la recherche d'une contrée à l'abri des regards et à l'abri de la corruption du faste, afin de rétablir cet idéal, et ce fut le Mzab. C'est grâce aux efforts des ulama, des savants ibadites,
ces écoles ambulantes qu'il était possible de renouer entre les différents foyers ibadites et de mettre en place, de lancer les jalons de ces fondations nouvelles. C'est grâce, par exemple, aux majalis al-ilm, les cercles d'instruction et d'apprentissage que Cheikh Abi Abdullah Mohammed ibn Abi Bakr Forstaï organisé au Mzab, qu'il était possible donc de préparer ses premières élites et de préparer les jalons pour la fondation de la cité et de son ordre, connu par le système des Azaba. Alors, donc c'était au Xe siècle, une fois que les conditions ont mûri, que les cités du Mzab ont été fondées. Tout d'abord, Tajnint al-Atf en 1012, Et Bounoura en 1046, puis Taghardeit Gardaya en 1053, puis Et Mlichet Mlika en 1124, puis Benizgen Atijen en 1347, et plus tard suivirent deux autres cités plus éloignées de la vallée, successivement, le Grara en 1630, à 85 km à peu près au nord-est, et Baryan en 1679, à 40 km au nord de la vallée du Mzab. Les cités du Mzab sont d'abord un ordre social. Elles sont gouvernées par deux catégories d'institutions. Tout d'abord, à la tête de la hiérarchie, on trouve les Azaba. Les Azaba est un conseil d'élite, composé de 12 membres, tous cheikhs, présidés par un des leurs, Cheikh Baba. Il comprend entre autres celui qui dirige la prière, l'imam, celui qui appelle à la prière, muadhin, le trésorier Amin al-Mal. Il comprend également ceux qui s'occupent de l'enseignement coranique et ceux qui s'occupent de la toilette funéraire. Le qadi, le juge, en fait partie. Cependant, il fonctionne d'une façon quasiment indépendante. Le rôle donc des Azaba, c'est de superviser l'ordre global de la cité, surtout dans son aspect éthique, et de veiller à garantir la conformité de la vie sociale avec l'esprit de la religion. La deuxième catégorie des institutions, c'est le conseil de l'Ajma'a, qu'on désigne également sous l'appellation de l'Ayan. Il est composé des représentants élus de chacune des familles fondatrices de la cité. Donc chacune de ces grandes familles, de ces ashiras, de ces tribus, se fait représenter par un membre élu au niveau de ce conseil. Alors le conseil de l'Ajma'a est un conseil qui seconde les Azaba en matière surtout de la gestion des affaires de la cité, notamment la sécurité, la levée de l'impôt, l'hydraulique et l'urbanisme. Alors, nous allons aborder les principes régulateurs de l'urbanisme du Mzab à travers 3 points: la conception de l'espace, la gestion du territoire et la gestion de la cité. L'urbanisme du Mzab est établi sur une règle fondamentale qui considère l'espace en tant que totalité cohérente composée à la fois de culture et de nature. La cité n'est considérée qu'avec son prolongement naturel qui est l'oasis. La configuration de ce concept sur le site du Mzab, composé comme on le voit d'une vallée à monticule rocheux en altitude et d'une vallée sablonneuse à travers laquelle faufile un cours d'eau, l'Oued Mzab, nous donne la forme suivante. Donc c'est des cités qui sont établies, construites sur des sites
en altitude sur les monticules rocheux en dur, alors qu'à leurs pieds serpentent, s'étalent l'oasis, l'espace végétal par excellence, à travers lequel également coule l'Oued Mzab. La deuxième règle fondamentale de l'urbanisme du Mzab, c'est que l'urbanisation n'est pas continue. Mais au contraire, il y avait dès le début une volonté délibérée d'opter pour une urbanisation à noyaux multiples, de façon à laisser à chacune des cités son réservoir naturel et son territoire autonome, ce qui nous donne en bout de ligne une urbanisation à plusieurs pôles, et nous avons donc plusieurs cités à intervalles de 3 à 4, en moyenne de 3 à 4 km entre les unes et les autres, de façon à ce que chacune de ces cités ait le privilège de gérer librement son territoire et de bénéficier de son territoire végétal et de son oasis. Le territoire donc se résume en une série de 3 cités ou 3 espaces indissociables, solidairement complémentaires. Alors tout d'abord, nous avons la cité vivante qui surplombe la vallée et qui est construite sur le monticule rocheux. En bas de et à la limite de celle-ci, de la cité vivante, se trouve la cité des morts, la cité morte. Tout l'anneau qui entoure le bas de la cité se trouve occupé par les cimetières. Au-delà de cette cité vient la cité verte ou l'oasis. Donc voici l'ambiance ou le paysage global de la cité du Mzab. Mais on se pose la question, par quel moyen cet équilibre a été préservé. Donc là, on arrive au mécanisme du contrôle de la croissance urbaine et qui nous livre quelque chose d'intéressant, une leçon également de l'urbanisme du Mzab, c'est que le régime de la propriété est un régime collectif, privé, à caractère collectif mais privé. Ça veut dire que les familles fondatrices d'une cité deviennent automatiquement les ayant droit sur la propriété entière de la cité. Par conséquent, dès l'installation d'un groupe de familles ou de plusieurs sur un site, le territoire est divisé entre ces familles fondatrices et chacune a sa part dans la cité vivante, dans la cité morte, dans les cimetières, et sa part également de l'oasis. Donc, aux yeux de la loi, le site devient saturé légalement. Et toutes les familles nouvellement arrivées n'ont pas le choix que de passer par 2 statuts. Soit d'être acceptées dans une cité existante, par conséquent, les familles fondatrices, lorsqu'elles les accueillent, elles les acceptent, elles les intègrent dans la cité, dans la communauté, de façon à ce que celle-ci ait le bénéfice de la même propriété. Et avec ce statut, elles s'érigent en asile. Elles deviennent des hôtes de la cité. Et si on leur refuse l'établissement, elles deviennent alors obligées d'aller chercher un autre site vierge pour s'établir en asile originaire. C'est exactement ce principe de régime collectif de la propriété qui a pu servir d'outil pour gérer la croissance urbaine, de façon à ce que celle-ci se fasse en fonction de 2 facteurs, soit les besoins de la cité en ressources humaines, pour la sécurité, pour l'économie, pour un tas de raisons, et le
deuxième facteur, c'est les capacités du site, de façon à ne pas générer une occupation au-delà de la capacité du territoire et de quoi satisfaire les besoins de la cité. Ce qui nous livre en bout de ligne une urbanisation en plusieurs pôles, donc il y a plusieurs cités établies sur toute l'étendue de la vallée, à intervalles variables entre une moyenne de 5, 4, 3 km entre l'une et l'autre, et qui maintient cet équilibre entre nature et culture et préserve pour chacune des cités le droit de gérer, de superviser et de protéger son oasis. Donc l'équilibre nature-culture en est un des principes fondamentaux de l'urbanisme du Mzab. L'autre élément fondamental dans les cités du Mzab et qui sert à la fois pour la vie, c'est la source de vie et également comme outil de structuration et d'organisation de l'espace, c'est l'eau. L'eau, elle est tellement rare dans les oasis, dans les contrées désertiques, qu'elle devient à la fois un défi et en même temps une ressource. C'est une chance et en même temps un risque, paradoxalement. Alors, c'est pour cela qu'il y a tout un système ingénieux qui a été mis en place de façon à tirer le moindre bénéfice des rares eaux qui tombent du ciel durant quelques jours de l'année. Alors, ce système ingénieux est composé pratiquement d'un ensemble solidaire d'outils, depuis les retenues de l'eau, jusqu'aux pennes des répartiteurs de l'eau, et jusqu'aux puits qui sont les magasins et les aires de stockage de l'eau. Et c'est ce qu'on retrouve pratiquement comme étant l'élément clé qui gère et qui sauvegarde l'eau de la cité et en même temps qui sert aussi à structurer le sol. Alors, il y a trois éléments fondamentaux, trois repères physiques qui structurent le territoire de la cité du Mzab. Tout d'abord, nous avons le garant de la foi, le Musalla. Les musallas sont des aires de prière qui varient de la forme la plus simple, d'une forme circulaire ou carrée, d'une plateforme qui surélevée légèrement par rapport au niveau du sol et qui peut servir d'une aire de prière pour ponctuer les parcours des caravanes. Comme elle peut également avoir un caractère plus complexe et être accompagnée d'une salle couverte, d'une salle hypostyle qui sert pour la prière funéraire et pour également la célébration du Coran. Elles sont donc les musallas, ils sont éparpillés également à travers tout le territoire et ponctuent pratiquement à intervalles variés les étapes du territoire. Le deuxième élément, c'est le garant de la vie, ce sont les puits. Alors, le puits devient le magasin des rares eaux de pluie qui tombent très rarement dans le désert et qui servent donc pour alimenter à la fois l'oasis et la cité de ses besoins d'eau. Alors, ces puits sont creusés sur tout le long du cours de l'Oued et on les retrouve également au niveau de la cité, à proximité des lieux principaux, des équipements principaux, la mosquée et le souk, et qui sont destinés à fournir l'essentiel de l'eau de la cité. Le troisième élément, ce sont les garants de la paix. Ce sont les fameuses tours Braj, donc des tours carrées munies assez souvent d'une aire de prière à leur bas et qui sont éparpillées également pour ponctuer tout le territoire d'amont en aval
et que l'on retrouve à la fois au niveau de l'oasis et sur les altitudes. Alors, ces tours servent pour gérer et garantir la sécurité de la cité en utilisant autrefois des codes d'alerte lumineux pour prévenir deux types d'ennemis ou deux types de risques. Le risque humain qui est celui des attaques et des invasions, et des risques naturels, celui des risques d'inondation des oueds. Donc, nous allons parler de la cité où on habite à travers 5 titres ou 5 points. Tout d'abord, caractère du plan, à configuration radioconcentrique, le dédoublement des centres comme aspect fondamental du fonctionnement de la cité, jeu des oppositions complémentaires, adaptation sociale et climatique, seuil et limite. Alors, la cité où nous habite est une cité à plan radioconcentrique. Elle est établie sur le monticule rocheux. En premier lieu, on établit la mosquée avec son minaret dressé au ciel. Suite à cela, la première circulaire du monticule définit avec, au croisement des radiales, elle définit des îlots. C'est pour dire aussi que la forme est dictée par le site, de façon à nous donner un peu la configuration de l'habitat. La croissance de la cité se fait d'en haut en bas par étirement des radiales à chaque fois qu'il y a un besoin d'urbanisation et de croissance, de façon à ce que ces radiales, une fois étirées au croisement d'une nouvelle circulaire du plateau, vont définir de nouveaux îlots, ainsi de suite. La vie sociale s'articule dans les cités du Mzab autour de 2 centres principaux. Le centre religieux ou sacré, qui est la mosquée, en haut de l'altitude, et le centre de commerce, d'échange, de négoce, qui lui doit être systématiquement rejeté vers les portes de la cité. Alors ces deux centres gèrent pratiquement les deux aspects de la vie sociale en Mzab, la vie religieuse, la vie sacrée, la vie intime et la vie publique et la vie de négoce, la vie du commerce. Les souks doivent impérativement être à chaque fois déplacés tout le long de la croissance de la cité vers le bas de façon à ce qu'ils soient à proximité de la porte et éviter de générer du bruit ou ce qui ne peut convenir à l'intimité des zones d'habitat qui, elles, se succèdent à la mosquée. Les passages et les voies dans la cité du Mzab sont faits d'une façon particulière, de façon à préserver la cité des effets ou des risques d'ensablement, et en même temps, ils sont faits de façon à préserver l'intimité de la cité et préserver sa sécurité. Dans le sens où le traitement nous livre un traitement alterné entre des voies couvertes et des voies découvertes, d'une part, et puis il y a également un jeu d'avancée et de retrait qui nous livre une configuration en zigzag de la voirie, et qu'à chaque fois, à chaque intervalle, la portion de la voie bute contre un écran visuel fermé pour préserver à la fois la sécurité et l'intimité de la cité des regards malveillants, et de l'autre côté, pour également bloquer les vents de sable, éviter l'ensablement. Donc voici une façon plus schématique pour voir un petit peu ce traitement des voies avec un jeu alterné
de retrait et d'avancée qui permet à la fois de bloquer les vues malveillantes et également de bloquer les effets des vents de sable. Alors maintenant, quelques principes qui gèrent l'architecture du Mzab, qui est une architecture faite par l'homme et pour l'homme, et qui vise à lui procurer le maximum de confort à la fois thermique et de confort euh, moral et intime. Alors, le premier principe, c'est l'ouverture verticale des maisons par le Wastadar, ce qui permet, à travers ce trou central, de faire circuler à la fois le maximum d'air et de lumière, et pour préserver les maisons de l'effet des rayons solaires, ce qui nous donne pratiquement des façades aveugles. Ce sont des enveloppes. Au niveau de l'usage de la cité, nous avons un usage saisonnier. Alors la cité d'hiver et la cité d'été. Donc toutes les oasis également sont munies de petites maisonnettes de jardins qui servent pour abriter les familles durant les saisons chaudes d'été. Au niveau des matériaux, les matériaux sont des matériaux locaux qui sont parfaitement intégrés et adaptés au climat du désert. Alors nous avons la pierre, la roche est très abondante avec toutes ses dérivés qui servent pour le revêtement, notamment la chaux qui est dérivée de la roche calcinée, etc. Et également, nous trouvons pratiquement toute la cité, elle est faite d'une façon traitée, de façon, avec des ruelles courbées, de façon à protéger la cité des effets des vents de sable. Alors oui, actuellement, si on dresse un bilan de la situation, est-ce que la situation est toujours la même? Est-ce qu'il y a toujours cette conformité, ce respect des normes et des lois de cet habitat qui a su faire ses preuves durant un millénaire? On peut dire que c'est non, étant donné que nous sommes dans un mode d'urbanisation complètement contraire et qui est une urbanisation continue et qui pratiquement fait que toute la vallée est saturée et que les oasis sont piétinées, les altitudes et les monticules sont également occupés. Alors tous les équilibres dont on a parlé sur la nature et culture, sur la préservation des territoires et des poumons de chacune des cités se trouvent pratiquement compromis. Donc c'est un petit peu dommage de voir que nous sommes dans une situation alarmante où pratiquement tout ce monde ancestral qui a su nous livrer un urbanisme durable se trouve compromis par toute la demande excessive en foncier. Y a-t-il, oui ou non, des solutions? Bien sûr que oui. Nous avons les nouveaux ressources dans leur sartafilel qui nous livrent des exemples de solutions extraordinaires en matière de développement durable et en matière de respect des normes ancestrales et le respect également de l'ambiance patrimoniale. Mais il se trouve qu'à l'échelle de toute la vallée, il y a toujours un problème malgré cela. C'est pour cela que, en se demandant s'il y a une solution conforme à ce problème, nous pouvons dire que oui. Alors, c'est carrément d'aller choisir une vallée analogue, identique à celle de la vallée du Mzab, avec des éléments naturels solidaires et qui puissent accueillir de nouvelles cités en utilisant exactement les mêmes règles qui sont toujours d'actualité. Merci pour votre attention et on se donne rendez-vous donc pour plus de détails et de débats et de questions lors de la présentation directe. Merci.